est participé par la communication intitulée Analyse mathématique de modèles bioéconomiques, équilibre de Nash généralisé. Alors, cette communication est partagée en deux. Tout d'abord, je vais commencer par une première partie dans laquelle je vais donner une introduction générale concernant la construction des modèles bioéconomiques et leur étude. Et après, je vais faire un petit exemple d'illustration. Et dans la deuxième partie, je vais présenter un cas d'étude concernant les petits pélagiques du Maroc, dont on verra l'importance de l'analyse mathématique de modèles bioéconomiques dans ce cas. Alors, durant cette présentation, je vais suivre ce plan. Tout d'abord, je vais commencer par montrer quelques modèles mathématiques, suivis par les modèles bioéconomiques, après le problème d'équilibre de Nash, suivi par les problèmes de complémentarité linéaire, et vers la fin, un exemple de trois populations en compétition. Tout d'abord, on commence par le contexte problématique et quelques questions de recherche que nous avons posées lors de l'élaboration de nos travaux. Alors, tout d'abord, dans nos travaux, nous supposons l'existence de plusieurs espèces marines qui sont soit en compétition, soit de type proie-prédateur, soit les deux, compétition proie-prédateur, ou bien une chaîne tritrophique, c'est-à-dire proie, prédateur et super prédateur. Alors, ces espèces marines sont exploitées par plusieurs flottilles de pêche. On peut simplifier ici la notion de flottille de pêche par dire tout simplement des pêcheurs. Donc, la problématique, c'est que chaque flottille ou bien chaque pêcheur, bien sûr, il cherche à atteindre un profit maximal en fonction des efforts de pêche déployés. Alors ça, il mène à l'épuisement des stocks de population marine. Donc la question posée est comment peut-on assurer en même temps les meilleurs rendements pour les pêcheurs et la pérennité des espèces marines? Alors pour répondre à cette question, nous avons posé d'autres questions de recherche. Tout d'abord, sur quelle base on choisit les espèces marines à étudier? Et comment peut-on construire un modèle bioéconomique associé à chaque espèce? Comment peut-on assurer la validité du modèle? Et peut-on avoir des valeurs réelles concernant les paramètres associés à chaque modèle? Également, comment peut-on calculer l'effort de pêche qui en même temps maximise le profit de chaque flottille et assure l'équilibre biologique? Et elle représente quoi dans la réalité? Également, nous avons posé la question concernant l'impact des différents paramètres qui sont illustrés dans les modèles bioéconomiques, que ce soit sur le niveau de l'effort de pêche, le niveau de capture ou bien du profit. Également, est-ce qu'il existe d'autres facteurs qui influencent l'activité de pêche? Et l'évolution des espèces marines que nous supposons suivant le temps est-elle suffisante? Alors, tout au long de nos travaux, nous avons essayé de répondre à quelques questions. Il y a d'autres questions dont on cherche à donner réponse jusqu'à aujourd'hui. Alors, pour répondre à quelques questions, je rappelle tout d'abord, je fais un petit rappel concernant les modèles mathématiques. Alors, dans le cadre de la modélisation mathématique de l'étude de la dynamique des populations et des interactions biologiques associées, a été effectuée par des modèles bioéconomiques. Et généralement, on peut dire qu'un modèle mathématique peut être défini comme étant un outil de compréhension du fonctionnement d'un système naturel et de prédiction de son évolution. Alors, d'après la littérature, le premier modèle mathématique, bien sûr, qui s'intéresse à la dynamique des populations animales est celui proposé par Leonardo Fibonacci en 1202. Dans ce modèle, il a supposé l'existence des couples de lapins. Après quelques siècles, nous avons remarqué l'apparition des modèles de l'évolution des populations dépendant du temps. Plus particulièrement celui proposé par Thomas Malthus en 1798.
Dans son modèle, il a supposé l'existence d'une population de taille NT avec un taux d'accroissement noté par le R, ou bien on peut dire le taux de croissance naturelle. Mais ici, le problème dans ce modèle, c'est qu'on peut remarquer après résolution que la population qu'on a, il converge et il tend vers plus l'infini. Or, le fait qu'une population augmente de manière exponentielle n'est pas biologiquement satisfaisant. Car même si elle arrive dans un environnement contenant toutes les ressources nécessaires, on ne peut pas avoir une population qui tend vers plus l'infini. Donc, en se basant sur ça, que Verlus a proposé en 1837 son modèle de croissance logistique qui s'écrit sous cette forme. Ici, on a toujours la croissance naturelle ou bien le taux d'accroissement R et on a la capacité de charge. Alors ici, le principe de ce modèle est qu'une population à croissance logistique tend toujours vers la capacité de charge, quelle que soit la densité de la population d'origine. Et ici, on peut dire soit la capacité de charge, comme on peut trouver dans des livres la capacité d'accueil. Et dans le cadre de deux populations maintenant en prédation, le fameux modèle qui est très reconnu, c'est celui de le modèle proie-prédateur présenté par Lotka et Volterra. Alors, dans ce modèle, on suppose l'existence de deux populations, une population de proie qu'on note par N et une population de prédateurs ici notée par P. Toujours, on a la croissance naturelle R et on a l'influence négative du rencontre du prédateur par le proie. Par la proie, désolé, par la population des proies. Donc, ici, cette influence est représentée par le paramètre alpha. C'est le taux de mortalité du proie dû au prédateur rencontré. Et bêta, c'est le taux de mortalité de croissance maintenant de prédateurs après la rencontre des populations de proies. Et D, ça représente la mortalité naturelle. Alors maintenant, dans ce modèle, la réponse fonctionnelle choisie par Lotka et Volterra, c'est alpha n. Ça, quelques années plus tard, Gauss a proposé une autre fonction de réponse. C'est la fonction n à la puissance a. C'est que a est compris entre 0 et 1. Et par la suite, on a eu la proposition d'autres fonctions de réponse. Ce sont les fonctions de réponse de Hollin. Il y a trois types, Hollin type 1, Hollin type 2 et Hollin type 3. Alors, en s'appuyant sur ces fonctions de réponse, sur le modèle de Lotka-Volterra et la croissance logistique, plusieurs chercheurs ont essayé de faire l'étude de quelques modèles. On trouve des modèles de Lotka-Volterra en combinaison entre Lotka-Volterra et Hollin type 2, Lotka-Volterra avec la croissance logistique et Hollin type 2, Lotka-Volterra avec la croissance logistique. On a trois prédateurs, mais la croissance, c'est la croissance logistique. Et également des modèles de Lotka-Volterra avec la croissance logistique de 3 et la fonction de réponse Hollin type 3. Donc, nous, dans nos travaux, on s'appuyant sur les fonctions de réponse, sur les modèles de Lotka-Volterra et également sur les modèles, sur la loi logistique, on construit quelques modèles pour étudier l'évolution de la biomasse des espèces marines qu'on choisit. Alors maintenant, dans le cadre des modèles bioéconomiques, pour définir les modèles bioéconomiques, on passe dans la situation, on est dans la situation de l'étude de la dynamique des populations marines exploitées par des flottilles de pêche ou bien des pêcheurs. Donc, dans cette situation, on se trouve face à décrire la dynamique sous l'activité de pêche. Donc, ici, il y a la présence de l'activité de pêche. Donc, en revenant vers la littérature, le fameux modèle bioéconomique d'une pêcherie, le plus reconnu, est celui proposé par Gordon et Scaffer. Alors, dans ce modèle, on trouve trois parties. Une partie biologique qui relie le stock de la biomasse
aux captures, une partie exploitation qui relie les captures à l'effort et une troisième partie économique qui relie l'effort au profit. Donc, dans son modèle monospécifique concernant une seule espèce ou bien une seule population, l'équation logistique proposée par Schaffer est donnée par cette équation, telle que ici B représente la biomasse de l'espèce choisie, R c'est le taux de croissance intrinsèque, A peut représenter l'inverse de la capacité de charge, et voilà le F c'est le taux de mortalité de l'espèce due à la pêche. Alors ici, le F, ou bien le taux de mortalité, c'est égal à le produit entre le coefficient de capturabilité et l'effort de pêche. Donc, la fonction de récolte qu'on utilise pour construire un modèle bioéconomique s'écrit sous la forme de Q fois E fois B. C'est la multiplication entre le coefficient de capturabilité, l'effort de pêche et la biomasse de l'espèce qu'on choisit. Alors maintenant, je rappelle que l'objectif principal de ce travail, c'est la détermination de l'effort de pêche qui maximise en même temps le profit des flottilles de pêche ou bien des exploiteurs de la population et en même temps assure la pérennité des populations marines. Donc, pour résoudre ce type de problème, nous serons face à un problème d'équilibre de nage. Donc, tout d'abord, je vais définir ou bien donner quelques informations concernant l'équilibre de nage. Cette notion se trouve dans la théorie de jeu. Donc, on définit quelques concepts généraux dans la théorie de jeu. On trouve par définition qu'un joueur représente la personne qui prend la décision dans un jeu. Une stratégie définit la spécification du comportement d'un joueur dans n'importe quelle situation. Un jeu représente une interaction entre plusieurs joueurs dont le résultat dépend des stratégies de chacun. Un jeu fini, on le dit si les nombres des stratégies et des joueurs sont finis. Et la récompense, c'est la mesure de satisfaction qui a une échelle numérique permettant aux joueurs de comparer les résultats associés. Et généralement, on dit qu'on a le meilleur résultat, ça est lié au nombre de la récompense le plus élevé. Alors, par définition, un jeu stratégique, c'est un jeu dont on doit définir un ensemble de stratégies, une fonction d'utilité, un espace de stratégie, un profil de stratégie et également un profil de stratégie pour les joueurs, autre que le joueur que nous avons choisi. Donc, la relation qui existe entre les termes que je viens de définir et notre travail, c'est que pour nous, la flottille de pêche représente le joueur. La stratégie à suivre représente l'effort de pêche qui doit être effectué par chaque flottille de pêche. Et la récompense, c'est le profit. Donc, on peut dire qu'on est bien dans une situation de la théorie de jeu. Alors, l'équilibre de Nash, c'est l'état où aucun joueur ne cherche à changer sa stratégie unilatéralement compte tenu des stratégies choisies par les autres joueurs. Alors, pour nous, c'est la situation qui va nous permettre de déterminer quel est l'effort de pêche qui doit être effectué par le pêcheur numéro I et qui va lui permettre d'atteindre un profit maximal en même temps d'assurer la pérennité des populations et il sera satisfait ainsi que les autres pêcheurs. Alors, une petite information concernant Mas, c'est un mathématicien et économiste et il a eu plusieurs prix. Parmi ces prix, on peut trouver le prix Nobel. Alors, avant d'appliquer l'équilibre de Nash pour déterminer ou bien pour maximiser le profit, on doit tout d'abord le définir. Donc, le profit peut être défini par plusieurs manières. On peut le définir comme étant la rémunération de l'activité de l'entreprise dans une économie de marché, comme étant la contrepartie de la prise de risque de l'entreprise,
le bénéfice ou le solde positif entre les coûts des revenus et les ventes de l'entreprise, ou bien le montant restant à chaque loti de pêche. Et c'est ça ce qu'on cherche à maximiser, c'est le montant restant à chaque loti de pêche. Maintenant, mathématiquement parlant, le profit, d'après la théorie économique de Gordon, est égal à chiffre d'affaires moins le coût total, avec le fait que le chiffre d'affaires, c'est la somme entre les prix fois les captures. Et le coût total, c'est le produit salaire entre le coût unitaire et l'effort de pêche. Maintenant, le problème de la détermination de l'effort de pêche qui maximise le profit de chaque flottille en fonction de l'effort de pêche s'écrit sous la forme de ce problème de maximisation. On a la maximisation de la fonction qui est la fonction du profit, sous les contraintes, la première contrainte, la conservation de la biodiversité, la deuxième contrainte, la positivité de l'effort de pêche. Alors, on passe maintenant pour un exemple concernant trois populations en compétition. Le modèle mathématique qui peut représenter l'évolution de la biomasse associée à trois espèces marines, B1, B2, B3, s'écrit sous la forme du système suivant. Alors, chaque équation, par exemple, la première équation représente l'évolution de la première espèce. Vous pouvez remarquer ici qu'on a la loi logistique. C'est la fonction que je viens de définir dans la partie des modèles mathématiques. Alors ici, le R, c'est le taux de croissance naturelle pour chaque espèce. K, c'est la capacité de charge associée à chaque population. Maintenant, puisqu'on a un modèle de compétition, alors on a les paramètres CIJ qui représentent l'influence négative de la population J sur la population I. Ici, par exemple, si on prend le fait qu'on a la première population avec la deuxième, le paramètre C1,2, ça représente l'influence négative de la deuxième espèce sur la première. Et on a le moins illustre qu'ici, on a une influence qui est négative. Et de même pour les autres coefficients dans les trois autres équations. Alors maintenant, pour le modèle bioéconomique, c'est-à-dire c'est le modèle biologique en présence des captures. Donc, on soustrait les fonctions de capture, comme j'ai déjà défini. La fonction de capture est donnée par le produit entre coefficient de capturabilité, l'effort et la biomasse. Donc, le fait d'avoir un modèle biologique et on soustrait la fonction de capture, ça nous permet d'avoir un modèle bioéconomique. Maintenant, après la construction du modèle bioéconomique, on passe pour l'étude de la positivité des solutions. Donc, d'après ce théorème, cet ensemble est positivement invariant pour le système que nous avons construit. Pour démontrer ça, il suffit de calculer les dérivés. Et on trouve lorsqu'on part de points initiaux strictement positifs, les solutions ne dépassent pas les trois plans B1 égale 0, B2 égale 0 et B3 égale 0 et restent positifs pour toutes les supérieures à 0. Pour la bornétude des solutions, les solutions de notre système sont bornées, puisque si on pose S de T qui est égal à la somme entre les trois biomasses, par dérivation des deux côtés, nous obtenons cette inégalité. Voilà ce qui nous permet, après intégration, de remarquer que lorsque le T tend vers l'infini, on a S de T inférieur aux capacités charge qui illustre la bornétude des solutions. On passe par la suite pour l'existence et l'unicité des solutions. Alors, on réécrit notre système sous la forme de f de b, tel que f, c'est la fonction suivante. Alors, F1, F1, F2, F3, ce sont les trois fonctions suivantes. Donc, pour montrer l'existence et l'unicité des solutions, la fonction f doit satisfaire la condition de Cauchy-Lefschetz.
Donc ici, on calcule les dérivées partielles des fonctions F1, F2 et F3 par rapport aux biomasses B1, B2 et B3. Et on trouve que les dérivées sont continues et bornées. Donc, les conditions de Cauchy-Lipschitz sont satisfaites et par suite, on a bien l'existence et l'unicité des solutions de système. Alors, je reviens vers l'objectif principal, c'est le calcul du profit qui assure les meilleurs rendements, qui assure les meilleurs rendements, c'est le calcul de l'effort de pêche qui assure les meilleurs rendements pour les pêcheurs et en même temps la pérennité des populations. Alors, lorsqu'on dit la pérennité, donc on doit calculer dans la situation dont on a l'équilibre biologique. Alors, pour déterminer l'expression de l'effort de pêche, on doit tout d'abord déterminer l'expression de la biomasse, des captures, du chiffre d'affaires, du coût total, du profit et les contraintes associées au modèle que nous allons associer au problème, désolé, au problème qu'on va construire. Alors ici, l'expression de la biomasse est donnée par l'expression suivante, telle que A, c'est une matrice dont les coefficients, on les a notés par A ici. B également, c'est un vecteur. Alors pour la matrice A et pour le vecteur B, ils s'écrivent en fonction des paramètres bioéconomiques. Et E, c'est le vecteur d'effort de pêche. Pour l'expression des captures, j'ai déjà dit que les captures sont égaux au coefficient de capturabilité multiplié par l'effort de pêche et la biomasse. On remplace la biomasse par son expression et on obtient l'expression des captures. Pour l'expression du chiffre d'affaires, puisque le chiffre d'affaires c'est égal à la somme des captures, donc c'est le prix de la première espèce multiplié par les captures de la première espèce par le IM pêcheur ici, et également le prix de la deuxième espèce fois ses captures, ainsi de suite. On remplace maintenant l'expression des captures par ce que nous avons trouvé ici. On trouve cette écriture. Et en remplaçant ici chaque effort de pêche par son expression, ici le E1 par exemple, ça représente la somme des efforts de pêche pour exploiter la première espèce. Ici, on suppose qu'on a deux pêcheurs, donc par les deux pêcheurs. C'est pour ça qu'on a ici la somme pour I allant de 1 jusqu'à 2, c'est-à-dire l'effort de pêche qui doit être effectué par le premier pêcheur et par le deuxième. Donc, en remplaçant et en calculant, on obtient cette expression. Alors, pour l'expression du coût total, c'est le produit scalaire entre le coût unitaire et l'effort, le vecteur d'effort de pêche. Maintenant, en remplaçant le chiffre d'affaires par son expression, le coût total par son expression, on obtient l'expression du profit. Et pour les contraintes associées au problème, on a la conservation de la biodiversité, donc il faut que la biomasse reste toujours positive, et on a la positivité également de l'effort de pêche. Alors maintenant, puisqu'on a supposé qu'il existe deux pêcheurs qui exploitent ces trois populations marines, alors le premier pêcheur doit résoudre ce problème de maximisation afin d'avoir des meilleurs rendements et assurer la pérennité des trois espèces. Pour le deuxième pêcheur, il doit résoudre ce deuxième problème. Alors ici, on peut remarquer que le point E1, E2, on dit que c'est un point d'équilibre de Nash. Si seulement si E1 est la solution du problème P1 et E2 est la solution du problème P2. Alors, en appliquant les conditions du calage quanticar sur chaque problème, on obtient ces deux. Pour le premier problème de maximisation, on obtient ce système. Et pour le deuxième problème, on obtient celui-là. Alors ici, on peut marquer que le U1, U2
V1, V2, on peut les réécrire sous cette forme. On peut remarquer ici que V1, c'est égal à V2, ce qui veut dire qu'on a le système, que ce système peut s'écrire sous cette forme matricielle. Alors, de V, et on a une matrice multipliée par le vecteur. Dans le fait de rayer de résoudre à la place du problème d'équilibre de Nash généralisé un problème de complémentarité linéaire. Mais définissons tout d'abord ce que c'est qu'un problème de complémentarité linéaire. Alors, dans le problème de complémentarité linéaire, étant donné une matrice réelle carrée d'ordre n et un vecteur b de n composantes, un problème de complémentarité linéaire qu'on le note par LCP MB consiste à trouver un vecteur z étoile de Rn qui vérifie les conditions suivantes. W, c'est égal à mz plus b. Z et W sont positifs. Le produit scalaire entre Z et W est égal à 0. Maintenant, ce problème de complémentarité linéaire admet une et une seule solution pour tous les vecteurs B, c'est seulement si la matrice associée ici M est une P-matrice. Et par définition, on dit une P-matrice si et seulement si les mineurs principaux sont strictement positifs. Alors, on peut remarquer que notre problème proposé, qui consiste à trouver les vecteurs Z et W tels qu'on a W est égal à MZ plus BZ et W positif, et le produit scalaire entre Z et W est égal à 0 avec W. C'est le vecteur prédéfini, M également c'est cette matrice, Z est ce vecteur, B donné par le vecteur suivant. Donc, on peut remarquer que la transformation du problème d'équilibre de Nash généralisé sous une forme matricielle nous mène à avoir un problème de complémentarité linéaire. Alors ici, on démontre que la matrice M associée à ce problème de complémentarité linéaire est une matrice pour déduire l'existence et l'unicité de la solution du problème d'équilibre de Nash généralisé. Donc, la solution du problème d'équilibre de Nash est le point E1 étoile, E2 étoile, avec E1 est donné par cette expression E2 par celle-ci. Ici, je note que maintenant E1, c'est un vecteur dont on a trois composants. La première composante représente l'effort de pêche qui doit être effectué par le premier pêcheur pour exploiter la première espèce. Deuxième composante, c'est pour l'exploitation de la deuxième espèce. La troisième, c'est la troisième espèce. Et de même, ici, c'est l'effort de pêche qui doit être effectué par le deuxième pêcheur, mais composante pour exploiter la première, pour exploiter la deuxième et pour l'exploitation de la troisième. Donc, par là, on arrive à déterminer l'expression de l'effort de pêche qui, il assure deux choses. Tout d'abord, le maximum du profit pour les pêcheurs. Et le deuxième point, c'est la durabilité des trois populations. Alors, je tiens à noter ici que pour trouver la solution de ce problème de complémentarité linéaire, nous avons utilisé quelques algorithmes pour pouvoir donner solution au problème de complémentarité linéaire. Alors ça, en ce qui concerne la première partie de cette présentation. Alors, je peux faire un petit résumé. L'objectif de cette première partie, c'était tout d'abord de savoir sur quelle base on construit les modèles mathématiques et comment on peut par la suite construire un modèle bioéconomique, pourquoi on a besoin de l'équilibre de Nash et comment peut-on résoudre ce problème d'équilibre de Nash. Bien sûr, c'est à l'aide des problèmes de complémentarité linéaire. Alors, je m'arrête maintenant ici dans cette étape et on enchaînera par la suite par la deuxième partie. Si vous avez des questions,